Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur la scène internationale, nous vivons des temps qui tangent. Les évidences d'hier s'évanouissent, les vieilles baronnies s'affaiblissent et le chaos mondial prend des formes inédites, ce qui renforce les inquiétudes et les incertitudes. C'est de cette évolution des relations internationales dans un contexte mondial d'interdépendance que nous parlerons. Le politiste Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, et moi, tout le long de cette saison 7 du Média, dans l'émission Le Monde n'a pas de centre. Bertrand Badi, qui est auteur de ce livre pour une approche subjective des relations internationales, paru aux éditions Odile Jacob, c'est le dernier parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la personnalité et la geste d'un méga influenceur de la mondialisation qui est aussi un chef d'État, le pape François. Qu'est-ce qui le fait bouger? Est-il vraiment un islamo-gauchiste, comme on le dit désormais, à droite et à l'extrême droite du spectre politique français? Nous évoquerons également les États-Unis et leur stratégie en Afrique subsaharienne, francophone, au-delà du simple Sahel. Pendant qu'à Paris, on pointe du doigt Moscou, ne faut-il pas aussi examiner l'attitude de Washington, notamment au Niger? N'y a-t-il pas une volonté de doubler l'ancienne puissance coloniale délégataire historique de l'influence occidentale dans cette partie du monde? Et nous ferons aussi un petit point sur le conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Qu'est-ce qui s'y joue vraiment? C'est parti. Bonjour Bertrand. Bonjour. Le pape François continue à faire parler de lui après un voyage mouvementé à Marseille qui a ébranlé les certitudes d'une bonne partie de la classe politique et médiatique, surtout à droite, comme le montrent certaines réactions pour le moins outrées. En fait, ce qu'ils veulent, tous ces clercs, c'est organiser la grande transhumance. Bon. Si on les écoute, l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe, impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations. Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Moi, je suis en désaccord avec le pape François. Je trouve que le pape François n'a pas à faire de la politique et qu'il en fait trop. Vous savez, le pape n'est infaillible que sur le dogme. On ne va pas faire de la théologie. Et donc, en l'occurrence, il a son prisme aussi de pape sud-américain qui ne connaît pas, finalement, aujourd'hui, le type d'immigration que nous connaissons et qui, manifestement, ne mesure pas ce à quoi nous sommes confrontés. Avant d'évoquer l'actualité immédiate et en nous cantonnant aux questions politiques, sans rentrer dans le théologique, évidemment, et si on se demandait pourquoi ce pape est à ce point haï dans notre pays par une catégorie de la population qui, historiquement, serait plutôt papiste? Est-ce qu'il est vraiment islamo-gauchiste? Bon, évidemment non, islamo-gauchiste, le terme mériterait d'être défini, ce qui n'a jamais été le cas, et c'est un terme qui n'est utilisé que dans un sens polémique et même synonyme d'une injure que l'on jette à la figure de tous ceux dans lesquels on ne se reconnaît pas et à qui on prête des intentions autres que le conformisme politique étroit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme tu disais, le pape est un influenceur de grande importance. Il est à la tête d'une église qui compte officiellement 1,3 milliard de fidèles, ce qui n'est pas rien, même si ce 1,3 milliard ne suit pas au doigt et à l'œil et au pied de la lettre ce que dit le pape, même si le nombre des non-pratiquants ne cesse de monter. Tout ça est bien connu. Il reste que dans la mondialisation qui se construit, le pape a un avantage sur tous les autres chefs d'État. C'est qu'il n'est pas lié par cette triste géopolitique, par cette fiction qui veut que l'on obéisse à la configuration préconstruite du monde, qui considère que l'humain s'efface devant les cartes de géographie, devant les souverainetés, devant les États, devant les frontières. Le pape n'a jamais eu dans son histoire à s'occuper des frontières, et même je dirais que le message de l'Église passe si justement il est capable de transcender les frontières. Donc il est reprojeté dans la modernité. Je dis reprojeté parce que l'Église a souvent eu effectivement à adopter des positions très conservatrices, mais l'Église se sent bien dans la mondialisation.
au-delà des frontières, au-delà des nations, au-delà des clivages politiques. Et effectivement, cette voie pontificale peut se permettre et a pu être la première dans le concert des chefs d'État, puisque comme tu le disais, le pape est un chef d'État, à dire mais la migration, c'est l'avenir du monde, mais la migration doit être protégée, comme tout humain a le droit d'être protégé. De même, il faut savoir construire l'altérité, ne pas s'enfermer derrière les murs et les remparts de nos frontières stato-nationales. Il faut aller vers l'autre, ce qui est après tout le message du Christ. Et aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire dépasser vos particularités pour concevoir que vous êtes toutes et tous des humains. Mais pourquoi ça énerve ? Parce que finalement, il n'y a pas d'hérésie, entre guillemets, il n'y a pas de grand dérapage vers quelque chose qui n'a pas été dit par les papes précédents. Alors, ça énerve à deux niveaux. Ça énerve à l'intérieur de la communauté chrétienne et catholique parce qu'il y a une autre version du catholicisme, une version intégriste, comme on dit très justement, qui considère que la chrétienté est hiérarchiquement supérieure aux autres cultures et aux autres religions, et parce que cet intégrisme se marie avec ce conservatisme politique de l'entre-soi. Mais comme je viens de le dire, ce catholicisme intégriste n'est pas intégriste du tout, puisque dans le fond, il est déformé par cette adaptation aux logiques nationalistes, stato-nationales, qui appartiennent au répertoire de la droite politique. Donc c'est plus une droitisation du christianisme qu'un intégrisme du christianisme. Et puis, évidemment, il énerve surtout les chefs d'État, parce que, d'une part, il leur fait la leçon. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé, que l'Église... On a pu lui dire, allez, accueillez-le au Vatican, vos migrants. Beaucoup de gens lui ont dit ça. Oui, d'accord. Quand on connaît la surface que représente le Vatican, ça, c'est sûrement une solution, bien entendu. Non, mais c'est pour dire qu'il peut énerver les chefs d'État qui se sentent assujettis à certaines... Mais parce que les chefs d'État, aujourd'hui, sont contraints, à tort, mais ils se sentent contraints de calquer leur attitude sur la survie de l'État-nation souverain. C'est-à-dire, ils ont tous le sentiment, et ça dépasse cette question de la papauté et de ses prises de position, ils ont tous le sentiment que s'ils se détachent un tant soit peu du cadre de l'État-nation pour s'adapter au mouvement de la mondialisation, ils perdront un certain nombre d'avantages qui fait leur pouvoir, leur puissance, leur capacité d'action. Donc il y a dans la séquence historique que nous vivons un ultra-conservatisme de la classe politique qui pense de pouvoir gagner qu'en ne bougeant rien de l'ordre national et international tel qu'il est. C'est l'inversion d'autrefois. Autrefois, la classe politique, du temps où la gauche existait, a fortiori du temps des mouvements révolutionnaires, c'était une époque où on avait le sentiment de gagner si on était capable de faire bouger les choses. Maintenant, on ne garde le pouvoir, ou on ne croit pouvoir garder le pouvoir, que si on ne change rien. C'est ce qui explique ce néo-populisme de droite, cet ultranationalisme qu'on voit fleurir un peu partout, y compris chez nous, ici en France, et c'est ce qui explique aussi cette espèce de cécité des classes politiques mondiales devant les transformations du monde, et cette espèce de peur, je dirais de peur stratégique, parce qu'il y a de l'affectif et puis il y a du calcul politique devant la mondialisation, enseignant aux populations qu'il faut avoir peur de la mondialisation parce que ça fait perdre. Eh bien, le pape, lui, c'est exactement le contraire. Il est dans une situation où la mondialisation a l'avantage, puisque ça donne à son message transnational plus de force et plus de cohérence. Alors, tout ça ne doit pas être simplifié. On a connu dans l'histoire récente des papes qui étaient sur des postures, au contraire, très réactionnaires ou très conservatrices.
il y a l'équation personnelle du pape François qu'il faut aussi prendre en compte, son origine argentine, sa proximité d'un modèle historique, qui était celui d'un péronisme que on a trop hâtivement rebaptisé de tiers-mondisme, sa solidarité avec les populations du Sud dont il est. L'Argentine vient entrer dans les BRICS, et c'est quand même intéressant de voir que ce pape est un pape argentin. On a en quelque sorte ainsi le premier pape issu des BRICS, et tout ceci repositionne effectivement la parole, alors non du pape en général, mais du pape François en particulier, dans le concert international actuel. Alors, je disais que le pape continue à faire parler de lui. Il a en effet convoqué ce qui s'appelle, dans le jargon, un synode, un grand raout pour débattre de l'avenir de l'Église catholique. Magnéto. Le pape François a ouvert le synode des évêques sur l'avenir de l'Église catholique, rassemblement mondial qui se tiendra jusqu'à la fin octobre et qui pourrait faire bouger les lignes en matière d'accueil des homosexuels, des divorcés ou encore pour l'ordination des femmes. De quoi faire frémir les conservateurs, mais François veut une Église plus humaine. Con misericordia l'umanità, una chiesa unita e fraterna. Bertrand, on dit souvent que François est le premier pape de la mondialisation, on vient de le dire d'ailleurs. De fait, il dirige une organisation à vocation universaliste qui a ses antennes sur tous les continents. Alors, ça peut peut-être l'aider à avoir un certain nombre d'intuitions sur le monde tel qu'il est vraiment, et pas notre monde à nous, bien son monde à lui. Mais est-ce qu'on peut plaire à tout le monde dans un monde aussi divisé? Est-ce que le schisme n'est pas loin? Est-ce que le schisme est écrit dans le marbre de l'histoire, finalement? D'abord, personne ne peut plaire à tout le monde en même temps. Ça, c'est une évidence que l'on connaît, y compris dans nos émissions. Le problème n'est pas là. En revanche, c'est vrai, et c'est un point très très important, que l'Église chrétienne romaine, comme on dit, l'Église catholique, est à un carrefour. C'est-à-dire, elle a deux façons d'interpréter la mondialisation. Il y a une façon, je dirais, archaïquement prosélytique, qui consiste à dire la mondialisation, c'est une opportunité pour reprendre le travail millénaire des missionnaires, c'est-à-dire pour réaffirmer la supériorité de la révélation chrétienne sur les autres religions. Donc, la mission, dans une vision conservatrice, peut reprendre effectivement du grade et de la fonction dans la mondialisation. Et il y a cette autre approche plus complexe, plus subtile, plus humaniste, qui consiste à dire « mais ce temps des divisions est maintenant révolu parce que nous sommes dans un monde d'interdépendance, de proximité, d'échange, d'interaction, de métissage de plus en plus affirmé. Donc nous allons de plus en plus vivre dans des sociétés multiculturelles, multiconfessionnelles, et donc le christianisme ne pourra se régénérer que par l'humanisme, c'est-à-dire en mettant l'accent non pas sur une religion, mais sur l'humain, et faire en sorte que cet humain soit le plus conforme possible au message chrétien. C'est un peu le pari, c'était déjà le pari de Jean XXIII, le pape qui, lui, n'était pas encore dans la mondialisation, mais en avait le pressentiment, en quelque sorte, rompant avec son prédécesseur Pie XII. Ça s'est un peu interrompu, ça a été dramatiquement inversé par Jean-Paul II, qui, lui, avait choisi la voie réactionnaire, la voie conservatrice. En pleine guerre froide. En pleine guerre froide, effectivement, c'est-à-dire avait fait du message chrétien un message offensif contre tout ce qui ne relevait pas, effectivement, de l'Église catholique. Et ça a été plus ou moins prolongé avec Ratzinger, avec le pape Benoît XVI. Avec François, on a effectivement une autre interprétation. Donc, il y a bien différentes tendances dans l'Église, et ça, on le voit. Vous savez, c'est une organisation politique, en et France, c'est de cela qu'on parle. Parlons de la France. En France, vous avez des chrétiens de gauche qui représentent probablement de la façon la plus active le flambeau de cette gauche qu'on cherche à reconstruire. Alors qu'à côté de ça, effectivement, vous avez un christianisme de droite, voire
pouvoir d'extrême droite qui s'est fait remarquer au moment de la manif pour tous et tout ce que nous connaissons. Alors, le schisme n'est pas encore là. L'Église catholique est une organisation sur plusieurs continents, donc tous les continents en réalité. Et finalement, contrairement à l'ONU, qui est aussi bloqué parce que le Conseil de sécurité est statique, le collège des cardinaux qui votent se renouvelle régulièrement, il s'est renouvelé d'ailleurs récemment, et progressivement, les représentants, entre guillemets, des pays minorisés y entrent, et donc les hiérarchies se bouleversent, en tout cas dans le collège des électeurs. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de force, cette souplesse adaptative dans une sorte de changement très lent, mais réel en termes de pouvoir? Je crois que c'est le parfait reflet, effectivement, de la posture humaniste du pape François. C'est-à-dire, le pape François fait le pari que l'Église survivra dans le monde tel qu'il est si elle s'adapte aux transformations du monde et à la mondialisation, et notamment, effectivement, si elle cesse d'être synonyme de monde occidental, au sens le plus étroit même du terme, c'est-à-dire, il faudrait dire, du Nord et de l'Occident en même temps. D'autres papes avaient d'autres politiques en matière de nomination des cardinaux. Je ne voudrais pas faire une comparaison trop hasardeuse, mais ça me fait penser à la nomination des juges de la Cour suprême aux États-Unis. Selon que le président est républicain ou démocrate, il choisira des juges progressistes ou réactionnaires. Là, effectivement, le pape a, à travers le choix des cardinaux, la possibilité de modifier le centre de gravité de l'Église. Et de désigner quelque part, pas de désigner son successeur, mais de construire le profil. Ça marche pas à tous les coups, hein, parce que souvent on voit des renversements d'un pape à l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que le pape François est là. Exactement. Alors, je voudrais qu'on évoque désormais un sujet qui passe un peu sous les radars, la politique des États-Unis dans le Sahel, en Afrique subsaharienne et en Afrique en général, qui semble désormais assumer de profiter des mésaventures françaises. Magnéto. Ils sont environ 1400. Les soldats français stationnés au Niger savent désormais quand ils vont devoir commencer à quitter le pays. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigérians. À Niamey, le régime militaire hostile à Paris l'assure, ce retrait se fera selon ses conditions et ses intérêts. Bazoum, la prise de pouvoir des militaires avait conduit les États-Unis à suspendre leurs exercices avec l'armée nigérienne. Mais pour l'instant, un départ des troupes américaines du Niger n'est pas à l'ordre du jour. Moins ciblés par la junte, les États-Unis semblent plus conciliants que Paris vis-à-vis des putschistes, comme le prouve la visite de la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland début août. 1 mois et demi après le coup d'État, le Pentagone exclut toute intervention militaire au Niger et privilégie une résolution diplomatique de la crise. En gros, l'armée française est contrainte de plier bagages au Niger et l'allié américain n'est pas si solidaire que cela. Par ailleurs, en République centrafricaine, ex-colonie française, Washington est en ligne directe avec le président Touadéra pour le convaincre de lâcher les Russes de Wagner au profit d'une société militaire privée américaine équivalente. Plus tôt et plus haut, les Américains ont joué leur carte perso au Maroc sur la question sahraoui. On peut dire qu'avec de tels amis, pas besoin d'ennemis. Oui, alors, faire un tout petit peu d'histoire contemporaine. Lorsque la grande vague de décolonisation a triomphé en Afrique, il y a eu une sorte de division du travail implicite entre les États-Unis et la France. D'ailleurs, plus qu'entre les États-Unis et l'Europe. C'était vraiment la France dans cette affaire. Les États-Unis, ne connaissant pas l'Afrique, ne s'y intéressant pas beaucoup, à part cette vieille attache historique avec le Libéria, les États-Unis n'ont pas beaucoup de parcours commun avec l'Afrique. Ils l'ont laissé à la France. Jusqu'au moment où progressivement, je pense que l'évolution de Barkhane y a été pour beaucoup, ils ont découvert que la France avait complètement échoué dans cette entreprise. Il n'y a plus de confiance des États-Unis envers la France pour assurer, je dirais, cette fameuse stabilité que recherche le monde occidental pour protéger son hégémonie, appelons les choses comme ça. Et ça, on a déjà vu les choses bouger avec Barack Obama. George W. Bush, lui, ne s'intéressait pas à l'Afrique. Mais Barack Obama
parce que lui avait des attaches personnelles, mais au-delà même, parce qu'il avait une autre vision des choses, et parce que Barack Obama a vécu en direct l'échec de l'opération Barkhane, ou en tous les cas son évolution négative, et peu à peu, les États-Unis, s'apercevant que la France n'arrivait pas à faire le travail, ont décidé, sans scrupule, et sans concertation probablement, même si je ne suis pas dans le secret des dieux, de prendre le relais. Et il y avait un certain nombre de signes depuis un certain temps qui étaient discrets, mais on est passé de la discrétion, je dirais, à l'explicitation presque humiliante pour la France. La manière dont les États-Unis, c'est-à-dire le président Biden, le département d'État, la sous-secrétaire d'État, Madame Hindland, ont géré la crise nigérienne était profondément humiliante pour la France. D'ailleurs, au moment où l'Élysée était en pleine rodomontade, expliquant qu'on allait aider la CEDEAO à reprendre le pouvoir, qu'il n'était pas question de rappeler l'ambassadeur, qu'il n'était pas question de rappeler les troupes, qu'il n'existait qu'un État, c'était celui présidé par Bazoum, les États-Unis en silence ont fait exactement le contraire. Ont expliqué que la solution militaire n'était pas une bonne solution, ont envoyé immédiatement Mme Hindland, dont je parlais tout à l'heure, négocier avec la junte qui avait pris le pouvoir, et ont expliqué qu'il n'était pas question de retirer leurs troupes, mais au contraire de sécuriser son implantation. Avec en plus quelques gages que immédiatement la junte a donné aux États-Unis en nommant un nouveau chef d'état-major, M. Barmou, le général Barmou, à la tête de l'armée nigérienne, alors qu'il a été formé aux États-Unis, en nommant un Premier ministre qui, lui, n'est pas de formation américaine, mais de formation française, mais qui a beaucoup fréquenté les milieux de la finance internationale, ce qui est une façon de rassurer les élites américaines. Et il y a cette rencontre très intéressante entre Touadéra et Biden, et une espèce de pacte secret, semble-t-il, pour la Centrafrique. voilà, qui a été passé. Je pense que, premièrement, les États-Unis craignent beaucoup l'expansion de l'influence russe en Afrique, veulent tenir au moins le Niger et, si possible encore, la Centrafrique hors de cette portée. La Centrafrique qui est vraiment un pays pauvre, mais qui a les frontières avec le Soudan, le Cameroun, enfin avec des pays importants. Le pays, Tchad, le Tchad, etc. Bien entendu. Et le lac Tchad, c'est-à-dire donc du coup... et donc, effectivement, enfin pas le lac Tchad comme voisin, mais dans l'attraction de cette région du lac Tchad. Et donc, on a l'impression que les États-Unis sont en train de développer pour la première fois dans l'histoire une stratégie active de présence et de gestion directe des États africains sur un mode qui n'est pas désintéressé, sur un mode qui n'est certainement pas en rupture avec les vieux schémas de la dépendance tels que nous les connaissons, mais qui présente l'attractivité de venir d'une puissance qui n'a jamais été directement la puissance coloniale sur place et qui entend avoir un langage et des symboles en rupture avec les vieilles pratiques qui étaient celles de la France-Afrique. Et donc, ça, c'est un certain nombre d'avantages auxquels la junte nigérienne ne semble pas du tout indifférente, puisque dans le discours, on a entendu les responsables de la junte faire en sorte de ne pas fermer la porte à une implantation américaine. Je pense que la junte nigérienne n'a pas tellement envie d'être absorbée dans une sorte de protectorat diplomatique, voire militaire, russe. Et donc, il y a quelque chose qui bouge. Et il y a quelque chose qui bouge qui doit être mis en relation avec l'activisme des États-Unis au Maroc, l'activisme aussi des États-Unis, bien entendu, dans le champ libyen, là, ils sont directement présents et impliqués, en Égypte également, et tout ça, c'est quand même une sorte de réactivation,
on avait cru que les États-Unis n'allaient plus s'occuper du continent africain depuis les 2 revers qu'ils ont connus, une tentative échouée de médiation ou de gestion de la crise libérienne, il faut se souvenir. Hein. Et ça date déjà des années, fin des années 80. Oui, 90. Il y avait aussi en Somalie. Et la Somalie, c'est ce que j'allais dire. L'opération Restore Hope. L'opération Restore Hope, où les troupes américaines n'étaient restées que 6 mois à peine, puisque dès le printemps 1993, elles ont été humiliées par les groupes armés somaliens et que le président de l'époque, Clinton, avait décidé de quitter. Donc ça avait été une brève incursion dans le champ africain, puisque encore une fois, les États-Unis en sont largement absents, une brève incursion qui avait été marquée par un double échec. On pensait que c'était fini. Non, là, en ce moment, ils sont en train de revenir et ils sont en train d'humilier la diplomatie française. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que la bulle explicative française en a fait des tartines sur la Russie, qui veut nous voler l'Afrique, etc., dans des termes problématiques, mais elle est très discrète sur les États-Unis, ou alors, quelque part, on se dit, bon, au final, c'est pas plus mal que le grand frère vienne faire ce qu'on n'a pas réussi à faire. Oui, alors, j'ai une interprétation un petit peu différente. C'est-à-dire, ce que la France peut dire facilement, et même en rajoutant sur la Russie, elle ne peut pas le dire sur le même ton concernant les États-Unis, pour des raisons bien connues. Mais je me demande jusqu'à quel point la diplomatie française n'a pas été victime d'une prise de conscience tardive. Est-ce que véritablement la France, les responsables français ont vu arriver ce nouvel intérêt porté par les États-Unis envers l'Afrique? Ça faisait des décennies déjà que les États-Unis construisaient des énormes ambassades en Afrique et faisaient... des énormes ambassades partout. Mais moi, je n'ai jamais entendu de responsables politiques français parler de cette concurrence américaine. On a beaucoup parlé de la Chine, on en parle un peu moins, on continue à en parler. Après, on a beaucoup parlé de la Russie et de Wagner, on a beaucoup parlé des émergents, c'est-à-dire de la Turquie, de l'Inde, éventuellement même le Brésil, qui ont fait preuve d'activisme, et encore aujourd'hui en Afrique. Pas beaucoup parlé des États-Unis, parce que moi, ce que j'entendais toujours dans la bouche des Français, c'est les États-Unis sont très heureux du travail que nous faisons en Afrique. Donc c'était le rival invisible. Et je ne suis pas sûr que le réveil n'a pas été difficile pour les Français lorsqu'ils ont vu, à leur grand étonnement, le département d'État jouer un rôle tout à fait nouveau et semble-t-il assez réussi dans la gestion de la crise nigérienne. Alors, au Maroc aussi, en Afrique du Nord, les États-Unis, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, participent à compliquer la situation pour la France, ce qui peut-être participe du froid entre Paris et Rabat. Oui, alors, les relations franco-marocaines dont on parle beaucoup et dont on a hélas beaucoup parlé à l'occasion du tremblement de terre de Marrakech, ces relations sont tout à fait archétypiques des erreurs commises notamment en France et de leur incapacité de s'émanciper d'une culture coloniale. C'est finalement le grand mal qui frappe la France, y compris en Europe, parce que les Britanniques, même les Portugais, n'en sont plus là du tout. C'est-à-dire cette façon de s'accrocher à des pratiques et à un langage colonial qui, de manière presque automatique, reçoit de la part des Marocains et en général des Africains une réponse tout aussi radicale. Lorsque, à l'occasion de ce drame physique qui était le tremblement de terre, on a commenté, d'ailleurs on a tout à fait le droit de le faire, l'attitude étrange du roi du Maroc, ce n'est pas l'étrangeté du comportement du monarque marocain qui a été la source du malentendu, c'est le fait
que ce soit la France qui fasse remarquer, ou plus exactement, là en l'espèce, les médias français, qui fassent remarquer qu'il se passe des choses étranges dans la gestion du tremblement de terre. Si, depuis Paris, on fait remarquer que la gestion de ce tremblement de terre est étrange, c'est immédiatement reçu comme attentatoire à la souveraineté du Maroc. Si la réflexion partait de la Suisse ou du Venezuela, personne ne l'aurait remarqué. Il y a un tel surinvestissement en France dans la pérennité de la vision coloniale, qui est résumée par une formule qu'il ne faut jamais oublier, celle de responsabilité particulière. Chaque président français, il n'y a pas d'exception, déclare que la France a des responsabilités particulières en Afrique. Et derrière ce mot de responsabilité particulière se cache la volonté de continuer, de pérenniser le legs colonial. Et donc tout ce qui est dit est perçu comme étant effectivement du néocolonialisme et une atteinte à la souveraineté. Le résultat, c'est qu'effectivement, avec n'importe quel prétexte, toute phrase, toute pratique est réinterprétée de la sorte et est source de divorce réaffirmé. Je voudrais dire qu'il y a une sorte de messianisme républicain dans cette responsabilité particulière. On a l'impression d'entendre la destinée manifeste américaine d'une certaine manière. Tout à fait. La destinée manifeste sur le mode français s'appelle Jules Ferry, c'est-à-dire l'éducation des races inférieures par les races supérieures. Est-ce que véritablement on a rompu avec ça ? Il ne faut pas oublier que l'homme auquel François Hollande, dès qu'il a été élu président de la République, a voulu aller rendre hommage lors de son investiture comme président de la République, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, l'homme qui a distingué entre les races supérieures et les races inférieures. On ne peut pas décrasser la culture française de ce postulat, non seulement néocolonial, non seulement de pérennisation de la colonisation, mais je dirais un tantinet raciste. Et donc, ça, c'est le mal français. Vous ne trouverez pas ça en Grande-Bretagne, vous ne le retrouverez pas en Allemagne, vous ne le retrouverez même plus au Portugal, où pourtant cette idée même était très enracinée depuis Vasco de Gama. Il y a quelque chose de culturel et de stratégique que d'avoir voulu maintenir ce langage et cette pratique. Et en maintenant ce langage, cette pratique, vous pouvez faire les plus belles choses, les choses les plus positives, on n'en est pas là, mais imaginons les choses les plus belles et les plus positives, elles seront réinterprétées comme étant une nouvelle incarnation de la posture coloniale. Et ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire c'est la subjectivation des relations internationales. La grande question qu'il faut se poser, c'est comment fait-on pour rompre avec un héritage culturel. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas infaisable, il n'y a pas de fatalité. L'homme est libre, il est libre, l'humain est libre, libre de choisir son attitude, sa posture. Le problème, c'est que la décolonisation a été pratiquée dans la France des années 60, la France gaulliste, à partir de l'espoir militant que la forme postcoloniale permettra de pérenniser la forme coloniale. Et ça a marché au début. Pas au début. Tous les présidents qui sont succédés, y compris de gauche, François Mitterrand, François Hollande, ont pérennisé cette pratique. Et ça, c'est quand même quelque chose... Un jour, il faudra avoir le courage de le regarder en face. Et quand vous commencez à dire ça, vous recevez les accusations automatiques, vous faites de l'autoflagellation, la France n'est pas coupable de tout, n'est pas responsable des dictateurs. Mais si elle est responsable des dictateurs... Si vous êtes noir comme moi, vous faites preuve de wokisme ou de haine de votre propre pays, de haine de la France, et vous êtes de la 5e colonne. Bref, je voulais aussi qu'on parle... qu'on revienne sur les États-Unis, on décentre un peu, on va au-delà de la France, on parle de l'Europe. Les Européens se plaignent de plus en plus du jeu trouble des Américains, y compris sur la cause stratégique qui semblait partager, l'Ukraine. Les Européens estiment que l'attitude des Américains n'est plus lisible en Ukraine. Est-ce que c'est vrai ? Je crois que non seulement c'est vrai, mais ça va devenir le thème dominant
des débats à mesure qu'on se rapprochera de l'élection présidentielle. Ce qui se passe dans la séquence actuelle est quelque chose que l'on n'a peut-être pas su analyser dans l'enthousiasme, entre guillemets, bien entendu, en tous les cas, dans la fougue qui a été celle qui a accompagné février 2022 et le début du conflit russo-ukrainien. C'est l'alliance, c'est l'articulation, plus exactement, entre une société américaine qui majoritairement est, disons pour l'instant, je préciserai le terme, isolationniste, et un président des États-Unis qui est un homme assez âgé, qui appartient à la génération de la guerre froide, et qui, lui, je pense, est sincèrement interventionniste, d'abord dans la vieille ligne de ce qu'était autrefois le Parti démocrate, et dans les schémas hérités d'autrefois, qui considéraient que l'URSS, ici devenue Russie, était une puissance qu'il fallait contenir par tous les moyens. Il y avait, je pense, de la sincérité de la part de Biden et un constat sincère et honnête que la Russie a agressé un État plus petit qu'elle ne l'était, et que donc il était moralement et juridiquement et stratégiquement important de le défendre. Mais en faisant ça, il n'avait peut-être pas conscience qu'il était sur une posture très différente du centre de gravité de la société américaine. La société américaine, il faut la comprendre, la société américaine a découvert à la faveur du début de ce siècle que finalement, elle ne gagnait pas la mondialisation, mais qu'elle perdait. Et effectivement, la classe moyenne américaine, je ne parle pas du fameux décile le plus riche de la société américaine, mais je dirais les classes moyennes et jusqu'aux classes modestes, c'est-à-dire en fait tout le reste de la population, chiffre en main, le grand économiste Branko Milanovic l'a très très bien montré, perdait avec la mondialisation, tandis que les puissances émergentes gagnaient. Ce qui n'est pas difficile d'ailleurs à intellectualiser. Et ça a provoqué une réaction de fermeture dans cette société américaine. Là, le manifeste Destiny venait s'effacer devant la doctrine Monroe, c'est-à-dire chacun chez soi pour son plus grand profit. Et pourquoi le trumpisme a gagné? Pourquoi Trump a été élu? Non pas sur son QI, ni sur la séduction de son programme politique qui pratiquement n'existait pas, mais tout simplement par le slogan qu'il a brandi de « America First » et « Make America Great Again ». À chaque fois, il y a le mot « America ». Et quand même, il faut, ce qu'on a trop tendance à oublier, imaginer le traumatisme de ces Américains qui ont toujours été vainqueurs, et notamment de la fameuse Seconde Guerre mondiale, et qui ont été battus systématiquement dans toutes leurs expéditions militaires. On parlait tout à l'heure de la Somalie, mais ajoutons bien sûr le Vietnam, ajoutons l'Afghanistan, ajoutons l'Irak, ajoutons les tentatives dans les Caraïbes et au Venezuela, même s'il n'y a pas eu de guerre ouverte. Et c'est ce que j'allais dire, voilà, exactement. Et donc, le réflexe de l'Américain moyen, comme on dit, c'est de dire, mais toutes ces expéditions militaires se sont révélées coûteuses en termes humains, en termes économiques. Vous savez que là, on chiffre le coût de l'intervention américaine en Afghanistan entre 400 et 1000 milliards de dollars. Bon, et donc l'Américain moyen est très sensible aux sirènes de ceux qui disent finalement tout ça nous a coûté très cher et ne nous a rapporté que des humiliations. Donc cette pression de la société américaine, qu'un récent sondage a montré, où une majorité de la société américaine veut arrêter cette aide à l'Ukraine, tout ça conduit presque naturellement, inévitablement, à une posture anti-interventionniste qui va obliger d'une manière ou d'une autre les candidats à la future élection présidentielle américaine à se redéfinir en fonction de cela. Donc, le grand problème, c'est que si les Américains lâchent ou, sans lâcher, relâchent leurs efforts, l'effet d'image sur l'Europe va être très fort. Et
En Europe, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui ressemble à ce que je viens de décrire, qui est cet ultranationalisme qui a gagné la semaine dernière en Slovaquie, qui progresse en Pologne. Les Polonais étaient les plus fanatiques de l'aide à l'Ukraine, maintenant ils traînent les pieds, et qui gagne aussi tous les milieux de droite et d'extrême droite souverainistes en France, en Allemagne et un petit peu partout dans le monde, qui explique que, après tout, tout ça coûte bien cher, que c'est pas la peine. Hein. Donc, et Poutine mise là-dessus. Bon, alors, mais en fait, si les Européens sont surpris, ça veut dire que les Américains ne les tiennent pas forcément au courant de leurs inflexions. Ça veut dire qu'il y a chacun vit sa vie, il n'y a pas de loyauté. Je reviens là-dessus. Est-ce que tu as vu un seul épisode de l'histoire où les États-Unis ont tenu les Européens au courant de leurs intentions ? Ce n'était vrai ni la Première Guerre mondiale, ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni pendant la guerre froide, ni pendant leurs différentes interventions en Afghanistan ou en Irak notamment. Il faut comprendre que la politique étrangère américaine, c'est le mixage de ces deux éléments auxquels on a fait référence tout à l'heure. Le Manifest Destiny qui vient des pèlerins du Mayflower, cette volonté d'évangéliser le monde et de le faire à leur image, et d'autre part la doctrine Monroe de 1823 qui consiste à dire on veut être peinard chez nous. Alors comment mêler ces deux idées-forces qui construisent la politique internationale américaine, eh ben, en décidant seul, ça c'est le côté Monroe, et en projetant ses décisions sur le monde, ça c'est le côté Manifest Destiny. Et il y a tout fort à parier que l'on va continuer dans cette direction, et les Européens qui sont béats d'admiration devant l'OTAN, qui est la seule alliance qui survive dans le monde actuel, ne se rendent pas compte que c'est un blanc-seing donné aux États-Unis jusqu'au jour où ils considèrent que l'OTAN leur coûte trop cher. Alors, dernier point vraiment rapide, je voulais qu'on parle de la question du Haut-Karabakh. C'est une question d'actualité internationale qui est toujours mise en dessous des autres, en dessous de la guerre en Ukraine, en dessous des mésaventures françaises en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'y joue véritablement ? C'est-à-dire, on a l'impression que le Haut-Karabakh, c'est un peu la Crimée de l'Arménie, c'est un peu une sorte de conséquence de la politique des nationalités dans cette partie du monde. On a du mal, au-delà de l'affection qu'on peut ressentir pour soit l'Arménie, soit l'Azerbaïdjan, plutôt l'Arménie en France, on a du mal à voir quelle peut être la sortie de crise. Justement, ce serait plus simple si le Haut-Karabakh était la Crimée de l'Arménie. La Crimée, il n'y a pas de discussion. La Crimée était reconnue par le droit international et par la communauté internationale comme étant partie intégrale de l'Ukraine. Et que la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée n'était pas discutable. Le Haut-Karabakh, c'était une entité séparatiste qui s'était autoproclamée souveraine dans le contexte qui a immédiatement suivi la décomposition de l'URSS, et que même l'Arménie n'a jamais reconnu comme faisant partie de son territoire. Et du coup, le dossier est beaucoup plus complexe et montre que cette fois-ci, au-delà d'un droit international qui ne peut pas véritablement faire la décision comme dans le cas criméen et dans le cas ukrainien, c'est essentiellement une affaire humaine. Le Haut-Karabakh, c'est une tragédie humaine. Ce sont 150 000 réfugiés qui sont sur les routes, complètement démunis et abandonnés par tout le monde parce que le droit international stricto sensu ne peut pas faire grand-chose pour eux. Et du coup, on voit le véritable visage des relations internationales qui, au-delà de son juridisme plus ou moins respecté, crée des désastres, des tragédies humaines. Et quel est le sens profond de cette tragédie humaine ? C'est très important, c'est très emblématique. C'est qu'on ne peut pas territorialiser les ethnies, ou ce que l'on appelle ainsi. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde, on le disait tout à l'heure, de métissage de plus en plus fort, où toute volonté de faire correspondre une ethnie et un territoire
risque au mieux de conduire à l'épuration ethnique, au pire au génocide. Et il y a quantité d'exemples dans l'histoire qui l'ont montré. Donc, la question du Haut-Karabakh, ce n'est pas une question de droit international, c'est avant tout une question humaine. Et c'est la question d'une communauté, entre guillemets, internationale qui abandonne une fraction de l'humanité à son triste sort parce que ça lui coûte trop cher ou ça lui est impossible de trouver une solution. Les Arméniens du Haut-Karabakh, ce sont les victimes de l'histoire de notre système international, au même titre que les Palestiniens, au même titre que les Kurdes, au même titre de quantité d'autres peuples laissés pour compte parce qu'ils n'entrent pas dans la grille bien léchée du droit international et des intérêts des puissances. L'autre dimension, on la connaît, c'est que par un jeu contextuel, l'Azerbaïdjan a bénéficié d'un incroyable alignement des planètes. C'est-à-dire que tout le monde avait de bonnes ou de mauvaises raisons, et souvent c'est des mauvaises raisons, d'être allié à ce régime par ailleurs très autoritaire qui est celui de Bakou. La Turquie, au nom des rêves ethnicistes du néo-ottomanisme erdoganien. Israël, qui est incroyable, qui est le principal soutien d'Azerbaïdjan, alors qu'on pourrait espérer que les Israéliens aient quelques sympathies pour les Arméniens, vu la communauté de sorts qu'ils ont pu connaître. Non, pas du tout. Intérêt stratégique évident. Les Israéliens sont obsédés de faire front face à l'Iran, donc l'Azerbaïdjan est une bonne tête de pont. Madame von der Leyen, au nom de toute l'Europe, s'est déplacée elle-même jusqu'à Bakou pour s'incliner devant l'Azerbaïdjan. Et ça aussi, c'est un fait. Pour le gaz. Pour le gaz, exactement, pour des raisons utilitaires. Et puis, les États-Unis ont suivi pour des raisons également stratégiques, ne serait-ce que parce qu'il y avait l'Iran en face. Et puis la Russie maintenant, tellement affaiblie, incapable de jouer le rôle de médiateur qu'elle jouait autrefois dans les conflits intra-monde soviétique, qui voit plus d'avantages de s'allier à Bakou que de s'allier à Erevan. Et du coup, il ne reste comme allié de l'Arménie qu'un seul pays qui est l'Iran. Et ça, c'est, je dirais, un peu le baiser de la mort, parce que le seul fait de voir Téhéran du côté d'Erevan pousse les hésitants à rallier Bakou. Alors évidemment, quand on a autant d'atouts dans son jeu, eh bien, on fonce, et comme il n'y avait aucune protection juridique de l'autonomie, a fortiori de la souveraineté du Haut-Karabakh, eh ben, les Azerbaïdjanais ont mis la main dessus. Quand vous baladez en Azerbaïdjan, comme ça a été mon cas l'an dernier, tous les kilomètres, vous voyez une grande pancarte marquée « Le Haut-Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan ». Ben, ils ont réalisé l'Anschluss et il n'y a pratiquement pas de moyen de l'empêcher, parce que on voit mal ce que l'on peut faire pour résoudre et pour apaiser la douleur de ces malheureux réfugiés arméniens, sauf une aide humanitaire. Mais vous savez, quand on est à l'aide humanitaire, c'est une façon de conjuguer son impuissance. Merci beaucoup Bertrand et à dans 2 semaines. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle édition de la toute nouvelle chronique internationale de Bertrand Badi. Le monde n'a pas de centre. Le média, votre média, est en ce moment en pleine campagne. Objectif, aider au financement des programmes qui nous permettront non seulement d'être diffusés aussi à la télévision dès ce 20 octobre, mais de ne pas y faire seulement de la figuration. Parmi ces programmes, les prochaines éditions de la chronique que vous venez de regarder ou d'écouter. On l'a dit et on le redit, si vous voulez voir exister une chaîne d'information qui regarde la France et le monde d'une manière radicalement différente de celle qui existe déjà dans le paysage audiovisuel français, si vous voulez voir exister une chaîne d'infos qui respecte et représente ceux qui, dit-on, ne sont rien, eh ben, soutenez notre campagne de mobilisation de fonds sur KissKissBankBank. Le lien est en description et vous pouvez aussi cliquer sur le petit i ici en haut. Quant à moi, je vous dis à plus.